Dans l'actualité de ce 7 avril, J-3 avant le premier tour de l'élection présidentielle, 12 candidats sont en lice pour le scrutin. Présentation dans cette édition. Et alors que l'abstention s'annonce record, nous sommes allés vous poser une question. Irez-vous voter dimanche ? Vos réponses à suivre. L'hommage à la mi-journée de l'université Versailles 50 ans en Yvelines à Laurent Bouvet. Le politologue cofondateur du mouvement Le Printemps républicain est décédé en décembre dernier à l'âge de 53 ans. Il enseignait la science politique depuis 2011 à l'UVSQ. Et puis, suite et fin de notre dossier de la rédaction, cette semaine, TV78 mettait en lumière des influenceurs yvelinois. Dernier numéro ce soir consacré à Vince Sky, le youtubeur du football, 1,3 million d'abonnés, a créé son propre club dans le département. Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril 2022 et parmi les candidats, on retrouve Emmanuel Macron pour La République En Marche, Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Jean Lassalle pour Résistons, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste, Éric Zemmour pour Reconquête, Valérie Pécresse pour Les Républicains, Nathalie Arthaud avec la lutte ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France et puis Fabien Roussel du Parti communiste français. Pour rappel, lors de la dernière élection présidentielle en 2017, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dans les Yvelines avec 28,86% des votes pour son parti En Marche, suivi de près par le parti Les Républicains, représenté en 2017 par François Fillon avec 27,25% des suffrages. Arrivée ensuite la France Insoumise avec 16,65% des voix, représentée par Jean-Luc Mélenchon, et puis le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, représenté par Marine Le Pen, arrivée en 4e position dans le département avec 12,92% des votes. Du côté des électeurs yvelinois, en 2017, le taux de votants dans le département était de 81,34%. Cette année encore, beaucoup d'Yvelinois ont prévu de se déplacer aux urnes ce dimanche. C'est important de voter pour donner notre avis. Si on veut changer de choses, évoluer le pays, c'est important de s'exprimer. En plus d'être un droit, c'est un devoir pour moi. Surtout dans la situation actuelle, je pense que c'est important d'aller donner sa voix et de se faire représenter au niveau du territoire. Comme je ne sais plus qui a dit, eh bien, si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Donc oui, je vais aller voter comme je l'ai toujours fait depuis que j'ai 18 ans. Un choix déjà arrêté pour la plupart à 3 jours du premier tour. Je vais voter parce que j'ai toujours voté et toujours pour le même parti. Je vais voter Macron, il n'y a aucun problème. Okay. C'est un mec qui il nous a très bien aidés pendant le Covid, et il a fait des bonnes choses. Et bon, il y a des gens qui critiquent. Moi, je trouve bien. Oui, mon choix est arrêté et j'ai fait tout simplement en regardant les programmes, les diverses interviews. Oui, je vais voter parce que j'ai des convictions et je veux que M. Macron parte. Et j'ai des convictions, moi je vais aller voter pour Valérie Pécresse. Clairement, c'est un choix de voter blanc en fait pour exprimer mon vote. Maintenant, tant que c'est pas pris en compte le vote blanc, automatiquement, on est toujours hésitant à aller voter, mais on ira quand même. S'il mélangeait un peu les partis et qu'on était à regrouper les partis, ce serait peut-être intéressant de voter pour quelqu'un, mais du coup là, il n'y a pas personne qui me parle. Ce dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Bonjour, je suis Olivier de Monlivaud, le dirigeant fondateur de SOS Accessoires. Nous sommes une PME d'une 60aine de personnes. Nous sommes le leader en France de l'autoréparation et de la vente de pièces détachées pour réparer les appareils électroménagers. Cette élection présidentielle se déroule très clairement dans un contexte où les sujets économiques et écologiques sont majeurs. On parle évidemment de la question du pouvoir d'achat, on parle de l'avenir de notre environnement, de notre planète. Chez SOS Accessoires, c'est au cœur de notre activité, c'est au cœur de nos problématiques. Le fait de réparer permet très largement d'économiser une partie de nos ressources, de nos salaires. Ce que j'attends, c'est que nos gouvernants continuent à améliorer le cadre réglementaire. L'indice de réparabilité, il faut l'étendre à beaucoup plus de catégories. Il faut renforcer ces critères. Il faut le pousser jusqu'à un indice de durabilité. C'est par exemple
peut-être de réfléchir à une diminution de la TVA sur la réparation. Ça va aussi dans le bon sens pour notre balance commerciale, parce qu'il n'y a pas de mystère, hein. Tous les appareils que nous achetons, à 99%, ils viennent de l'étranger. Donc ils ont une sacrée empreinte carbone et ils viennent sacrément déséquilibrer notre balance commerciale. Alors que d'allonger la durée de vie de ces appareils, en plus de faire des économies et de préserver la planète, va permettre là aussi de recréer des emplois et des emplois non délocalisables. Nous vous en parlions hier, la famille de Samuel Paty a porté plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en péril. L'enseignant d'histoire-géographie avait été décapité par un terroriste le 16 octobre 2020 près du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet. Ce matin, chez nos confrères de RMC, l'avocate de la famille a précisé les raisons de cette action en justice contre le gouvernement. Les proches du professeur dénoncent une série de dysfonctionnements et négligences, une rupture d'anonymat de Samuel Paty qui n'a pas été mis sous protection, des mécanismes sécuritaires non activés, une grave erreur d'analyse de la part des services de renseignement. L'auteur David Dinota revient justement sur cet engrenage fatal dans son livre « J'ai exécuté un chien de l'enfer », une contre-enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Ce qui est très frappant, c'est ce que vous dites au fond de l'état d'esprit de ce qu'on pourrait appeler la machine de l'éducation nationale. Oui. Au fond, il y a eu un renversement des valeurs qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus, quand il y a un conflit, c'est plus l'élève à qui on dit tiens-toi bien, quoi, en gros, c'est au professeur qu'on va faire des reproches. C'est absolument juste. Je dirais que la contradiction qui est au cœur de mon livre, c'est le fait que on a demandé à Samuel Paty de s'excuser pour une rumeur créée par une élève qui n'était pas dans la classe, comme si c'était comme si c'était la victime de la rumeur qui devait, en quelque sorte, s'excuser de la rumeur qui le calomniait. Je rappelle simplement pour la clarté le contenu de cette rumeur qui est extrêmement grave, qui consistait à dire que Samuel Paty avait exclu les élèves musulmans de sa classe parce que musulmans. Donc cette rumeur qui faisait de Samuel Paty un islamophobe va évidemment créer une dynamique infernale, et mon livre consiste à décrire, décrypter, décortiquer l'attitude de l'éducation nationale face à ce que les Anglais appellent un testing, c'est-à-dire une façon qu'ont les islamistes de tester vraiment une structure pour voir si elle craque et comment elle peut craquer. Laurent Bouvet était un professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il a été un grand défenseur et un grand combattant de la laïcité. Il est décédé au mois de décembre dernier, très jeune, à 53 ans, des suites d'une longue maladie. Et un hommage lui était rendu à l'université de Versailles-Saint-Quentin, hommage qui est résumé dans ce livre, Laurent Bouvet, portrait d'un intellectuel engagé. Oui, il a été beaucoup attaqué par la gauche, par sa formation politique, celle dont il est originaire. Et ça, c'est bien dommage, parce que Laurent Bouvet a défendu au fond une gauche qui est une gauche antitotalitaire. Et l'autre partie de la gauche qu'on va dire peut-être plus pluraliste, a sans doute voulu, par peut-être volonté de récupération politique d'un certain nombre de voix, tendre vers un modèle plutôt à l'américaine, qui ne correspond pas du tout à notre histoire en réalité. Notre histoire, notre laïcité, c'est la séparation du politique et du religieux, mais dans le respect de la liberté religieuse, et afin de permettre à toutes les religions d'être protégées. Et c'est là que le clivage va se faire entre une partie de la gauche qui se tourne vers ce modèle américain et puis la gauche classique, celle de nos pères de la Troisième République, qui fait de ce principe de laïcité un socle pour le vivre ensemble. Dans les pas de Laurent Bouvet, en effet, ce serait celle du courage, ne pas avoir peur de défendre ses valeurs républicaines, y compris quand on est fragilisé, y compris quand on est fatigué, y compris quand il y a des accords et des désaccords. Je crois que c'est vraiment important, surtout dans nos universités, de faire en sorte que l'on puisse continuer de débattre, d'être en accord ou en désaccord, mais au moins d'avoir ce débat d'idées. La question du courage, oui, elle nous interroge beaucoup aujourd'hui, nous sommes dans des temps incertains. Je crois que nous devons, c'est une mission que nous avons, nous les enseignants-chercheurs, porter l'esprit des Lumières comme une boussole, et cela dans les pas de Laurent Bouvet.
La disparition de Philippe Brunel, le maire adjoint en charge de l'urbanisme à Montigny-le-Bretonneux, est décédé ce mardi 5 avril à l'âge de 61 ans. Membre de l'équipe municipale depuis 2008, il a notamment présidé le conseil de quartier du village à partir de 2014. L'élu a accompagné également de grands projets pour la commune, tout récemment le Forum des Arts Charles Aznavour. La ville, par la voix de son maire Laurent Merker, se souvient d'un homme gentil, soucieux des autres et très investi. TV78 adresse ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Du matériel médical en partance pour l'Ukraine, il a été réuni hier mercredi en mairie de Montigny-le-Bretonneux. Une collecte spécifique opérée par l'association des médecins des 3 villages à l'initiative d'Alain Junès, maire adjoint de la commune. Du matériel d'intervention avec notamment des kits hémorragie pour les sauveteurs. Ils ont pu être achetés grâce à la générosité des médecins. 3 500 € ont pu être récoltés. Un transporteur de 40 tonnes doit partir dans les prochaines heures chargé de l'ensemble des dons dans la région. Il a côtoyé les plus grands et ses vidéos font le tour du monde depuis 2012. Vince Sky est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus connus de France avec plus d'1 million d'abonnés. Depuis 2017, le youtubeur a décidé de lancer un nouveau projet dans les Yvelines en créant sa propre équipe de football dans la région nantaise, le Vince Sky FC. L'objectif sur YouTube, c'est toujours de raconter des histoires, toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et créer un club de foot, je trouve que c'était un petit peu la suite logique pour quelqu'un qui aime bien le foot, c'est-à-dire si on ne pouvait pas créer un concept, un collectif avec des amis, etc. Donc j'ai proposé un peu des amis d'enfance, des gens que je connaissais, même des abonnés aussi que j'ai recrutés, s'ils étaient chauds pour le projet. Et c'est comme ça que c'est né en fait, c'est pour continuer toujours à raconter une histoire sur YouTube. Depuis 2019, le club est affilié à la Fédération française de football. La structure a commencé en 6e division de district et évolue désormais en 5e division. Chaque rencontre est enregistrée et diffusée sur Internet. Des milliers de personnes suivent les aventures du club. Une source de motivation pour les joueurs mais également les adversaires. On nous attend beaucoup au tournant tous les week-ends. On nous croit privilégiés, mais pour nous, on fait abstraction de ça et vraiment, on joue au foot pour le plaisir. C'est pas du tout la même échelle, mais on est un peu comme Paris où tout le monde veut nous battre. Quand on est le Vince Sky FC, forcément, tout le monde veut nous battre. Donc, on n'est pas Paris, je précise. Mais voilà, c'était dans l'image, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe senior est à la 3e place du classement et vise la montée en fin de saison. Une aventure sportive que Vince Sky suit principalement sur le bord du terrain en regardant ses joueurs. Le youtubeur président n'a joué que 45 minutes depuis le début de la saison. C'était compliqué d'avoir plusieurs casquettes, d'être président, de gérer la communication, de manager le club et d'être joueur aussi. En plus, on a recruté des joueurs très bons à mon poste qui sont même plus forts que moi, donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc ça va. Après, j'ai toujours ma licence de joueur. L'idée, c'est que je ne sois plus dans les plans, on va dire, du coach dans la saison. Après, je suis toujours là au cas où s'il y a un problème. Vince Sky espère encore faire grandir ce club. L'influenceur a créé une académie qui a pour objectif d'encadrer des jeunes footballeurs sur le plan sportif, scolaire et culturel. Pour les seniors, Vince Sky rêve de les emmener un jour en Ligue 1. Comme tous les jours ou presque, Julien vient s'entraîner dans sa salle de sport située à Guyancourt. Pendant 1 à 2 heures, ce sportif de 26 ans transpire pour sculpter son corps. Son objectif, être performant dans le culturisme ou bodybuilding en anglais, un sport qu'il a débuté à l'âge de 16 ans alors qu'il faisait 60 kilos. En fait, c'était à la base un sport que je faisais vraiment juste pour me sculpter un corps, me sentir bien dans ma peau. Et avec le temps, en fait, quand tu commences à prendre un petit peu les habitudes, quand tu commences à y aller à des heures régulières, tu rencontres des gens, les mêmes gens régulièrement. Et de ce fait, en fait, ça devient vraiment un endroit, un petit cocon où tu passes 1 heure, 2 heures par jour. Et au final, en fait, avec le temps, tu continues à te documenter, à découvrir un petit peu ce domaine-là. Après 10 ans de pratique, Julien n'est plus au stade de l'observation, mais de la compétition. L'Yvinois participe à des concours amateurs et espère un jour obtenir sa carte professionnelle. Pour atteindre cet objectif, l'athlète d'1m77 pour 100 kg doit convaincre sur scène un jury lors de ses rendez-vous. Ici, dans sa catégorie, les observateurs évaluent le buste des participants selon plusieurs critères. Nous, on est plus en fait homme de plage. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des positions dites naturelles. Donc effectivement, il y a quand même un travail spécifique de la contraction, mais on essaie d'être le plus relâché possible et effectivement d'avoir une prestance, une aisance sur scène, ce qui est le plus important, d'avoir ce qu'on appelle le posing. Et en fait, on est jugé sur ça, comme j'ai dit, sur la symétrie, sur la masse musculaire, mais également sur ce qu'on va dégager sur scène. C'est un peu comme j'ai envie de dire, un concours de Miss France, mais pour des mecs musclés, quoi.
Pour faire découvrir sa passion au plus grand nombre, Julien a sorti un film sur son parcours dans le milieu du bodybuilding, un documentaire de 25 minutes projeté pour la première fois à Paris au mois de mars. Son objectif, combattre les clichés sur cette discipline. Moi aujourd'hui, à mon petit niveau, à ma petite échelle, j'essaye de combattre ça justement, faire comprendre qu'on n'est pas tous tout dans les bras et rien dans le cerveau. Le but c'est vraiment de faire comprendre que voilà, on peut faire cette discipline, mais être quelqu'un de normal aussi, d'avoir un business à côté, de faire sa vie. Et d'être quelqu'un d'intelligent, parce que voilà, il faut savoir que malgré tout, il faut quand même être cadré et intelligent pour faire ce sport-là. Julien va maintenant continuer à sculpter son corps sur cette année 2022 avant de reprendre la compétition au premier semestre 2023, avec toujours cet objectif en tête, passer professionnel.